Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Comment expliquer l'élection confortable de Donald Trump aux États-Unis ? Pour répondre à cette question, Sur le fil a invité Amy Green. Cette franco-américaine, enseignante à Sciences Po et spécialiste de la vie politique américaine. Vous l'avez déjà entendu dans ce podcast. Dans un livre paru il y a quelques semaines, elle se penche sur les fractures de la société américaine. On y découvre la souffrance de cette Amérique qui sombre dans l'obésité ou les opioïdes et ne sait plus où est passé l'ascenseur social. C'est l'Amérique de Breaking Bad et des Simpsons, pour ne citer que deux exemples emblématiques. C'est cette Amérique en perte de repères qui avait jeté son dévolu sur Donald Trump en 2016 et qui a choisi de le remettre au pouvoir 8 ans plus tard. Ces Américains, des Blancs de petite classe moyenne, ont été rejoints par des Noirs et des Hispaniques, même si les remarques racistes n'ont pas manqué dans les meetings du candidat républicain. Nous retrouvons donc Amy Green pour parler de cette Amérique-là et du second mandat à venir de Donald Trump, avec une autre question aussi en tête, jusqu'où le milliardaire à la rhétorique d'extrême droite pourra-t-il aller ? Sur le fil. Bonjour Amy Green. Bonjour. Vous commencez votre livre en décrivant une société américaine qui a mal dans sa chair finalement. Et vous partez des armes à feu pour nous parler ensuite des opioïdes. Oui, alors la crise des opioïdes est arrivée tout à fait légalement, presque de manière banale. Pourquoi ? Parce que finalement, les opioïdes, c'est une classe de médicaments antidouleurs, beaucoup moins coûteuses en tout cas par rapport aux thérapies alternatives comme les kinés, les sophrologues, etc. L'existence même de ces drogues et la prescription de ces drogues parle également des inégalités du système de santé. On va trouver des raccourcis comme les opioïdes pour faire face à ce système très lourd qui ne permet pas justement de protéger tous les Américains comme on peut connaître en France. Parlons-en de ce système de santé. Vous dites en introduction du livre que c'est courant pour une famille de dépenser $2 000 par mois pour sa santé. Et pour rappel, 1/3 des Américains n'ont aucune assurance santé. Mais effectivement, il y a toujours des coûts afférents justement à cette couverture médicale. Et si jamais vous avez le malheur, en effet, d'avoir un vrai accident de la vie, c'est-à-dire d'avoir besoin de prendre l'ambulance ou autre chose, là, on peut voir des factures de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ça peut être de se casser un os, ça peut coûter très, très cher. Il n'est pas inhabituel aux États-Unis de voir des personnes qui font le choix entre les soins médicaux et d'autres choses qui sont nécessaires dans la vie. Il y a aussi des Américains qui font le choix entre est-ce que je pars en vacances cette année ou est-ce que je me fais soigner cette douleur que j'ai à la cheville. Des Américains, souvent, ils font recours à des cartes bancaires type Amex pour les payer, mais en sachant qu'ils n'ont pas les moyens de payer la facture Amex non plus. Et donc, ça crée une spirale d'endettement. Aujourd'hui, aux États-Unis, à peu près 20% de la population considère qu'ils n'auraient pas épongé sa dette médicale avant de mourir. Vous nous décrivez aussi, et c'est là aussi peut-être un point commun avec ce qu'on peut vivre dans certains pays européens, une certaine agonie des classes moyennes blanches dans une société de plus en plus inégalitaire. Parmi les plus pauvres aux États-Unis, dans le sens socio-économique, salarial, on va retrouver quand même pas mal de minorités. Mais en effet, pour revenir à cette question des classes populaires blanches, il y a en effet des inégalités socio-économiques qui les touchent particulièrement. Pendant cette élection, on a beaucoup entendu de Pennsylvanie, Michigan, etc., des États près des Grands Lacs qui ont été des véritables piliers industriels aux États-Unis qui avaient à peu près tout perdu avec la mondialisation, la désindustrialisation. Donc on voit que ce sont des communautés qui subissent une forme de ressenti de déclassement. Dans les années 70, le salaire moyen annuel de quelqu'un dans les classes populaires était de $20 000. Et en 2021, ce n'était qu'à $28 000. Et on imagine l'explosion des coûts entre il y a 40 ans et aujourd'hui. Donc, on voit très bien que cette augmentation ne suffit pas. On voit sur le sujet de l'inflation qu'il a énormément pesé. 74% des électeurs de Trump disent que l'inflation leur a causé de graves difficultés juste là sur l'année écoulée. L'administration Biden a certes un bon bilan économique. Cette administration-là a beaucoup légiféré justement pour pouvoir proposer des lois pour relancer l'économie américaine et notamment pour la création d'emplois qui touchera particulièrement les classes populaires, mais ce n'est pas encore perçu. Donc effectivement, ils sanctionnent assez sévèrement l'administration Biden. Tout ça, ça crée effectivement donc un mal-être généralisé et dans une Amérique qui a essayé de trouver refuge dans des communautés ethniques, des communautés religieuses, eh bien, ça donne un peu le tous contre tous.
Alors j'aimerais que vous me parliez de cet aspect-là et notamment donc de comment Black Lives Matter, par exemple, qui se voulait finalement un mouvement qui dépassait même à un moment la communauté noire. Il y a des Blancs qui sont arrivés, etc. C'était un début, mais il n'y a pas eu de fin et on reste dans une situation de très compliquée. Alors, le mouvement Black Lives Matter est vraiment une forme de prolongation, un nouvel épisode justement dans la lutte pour l'égalité de la communauté noire aux États-Unis. Dans les années 60, c'était vraiment une revendication d'une égalité dans les yeux de la loi, et qui a abouti justement à la formalisation légale et politique et la prise en compte finalement de cette communauté-là. Ces politiques-là ont échoué. Mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'en parallèle, on voit l'émergence d'une nouvelle identité politique blanche, un peu en réaction, qui dit « mais nous aussi, on ne veut pas être discriminés parce qu'on est blanc. Nous aussi, on fait face à des difficultés. Le fait d'être blanc ne nous empêche pas d'être pauvres. » Ce sentiment-là semble correspondre à une réalité démographique aussi, puisqu'on voit que le pourcentage d'Américains non blancs a triplé et qu'en 2045, la population issue des minorités dépassera les Blancs, qui aujourd'hui représentent 60% de la population. Vous avez raison d'évoquer ce chiffre, et d'ores et déjà, dans certaines régions des États-Unis, le bascule est fait, typiquement dans le sud. Esclavagiste, pardon, je vais y arriver, compte une majorité de personnes qui s'identifient comme étant non blanches. On va sans doute passer des mois ou voire des années à chercher à comprendre les ressorts de ce retour spectaculaire au pouvoir de Donald Trump. On constate d'abord, et c'est ce qui retient beaucoup l'attention, le fait qu'il a gagné du terrain, en particulier auprès de l'électorat masculin et plus précisément encore de l'électorat hispanique et noir. Pourquoi, d'après vous ? Il est vrai que quand on regarde la masculinité aux États-Unis, on a peut-être une perte de repères. Mais il y a une génération d'hommes qui ont été éduqués avec certains marqueurs de ce que c'est la masculinité, c'est-à-dire avoir un bon travail, de fonder une famille, s'acheter une maison, etc. Et en effet, atteindre ces opportunités-là devient de plus en plus difficile. On observe quelque chose d'autre qui se passe, et c'est l'évolution dans les rapports entre les hommes et les femmes au sein de la société. D'abord, effectivement, MeToo a mis un certain nombre de choses sur la table. Et puis, de l'autre côté, effectivement, on a parfois des jeunes hommes qui se cherchent, qui se demandent ce que c'est finalement être homme. Et quand vous ajoutez à cela d'autres facteurs, à savoir que la majorité des étudiants dans les universités aujourd'hui, c'est des jeunes femmes. Et donc, on voit qu'il y a cet écart qui se creuse entre la réussite féminine chez les jeunes et la réussite masculine. Et effectivement, on va retrouver un peu de ça au sein de l'électorat de Donald Trump. Ils vont retrouver chez Trump quelqu'un qui assume un discours parfois un peu disruptif, un peu qui déplaît aux autres. Mais en tout cas, c'est un homme qui s'assume. D'ailleurs, il y a un mot que j'ai découvert aux États-Unis. Les Américains, ils adorent, ils ont un culte du comeback kid. Tout à fait. On aime ça aux États-Unis. Bill Clinton, en 92, déjà, a revendiqué le label de comeback kid. Alors, ça veut dire quelqu'un qui revient contre toute attente, par la force de son caractère, ses actions, même peut-être un coup de chance, arrive quand même à se remettre dans le jeu. Et non seulement se remettre, mais revenir vraiment en position de force. Et puis, effectivement, Donald Trump, par ce biais-là, se montre peut-être comme comeback kid. Oui, parce que finalement, il y a deux choses qui s'opèrent. Il y a déjà, tout le monde l'a considéré comme mort politiquement quand il a perdu la présidence. On a cela, mais on doit remarquer quand même qu'il résiste à peu près à tout. Des condamnations pénales. En fait, c'est supporteur de voir comme victime d'acharnement des médias démocrates, des électeurs libéraux. Et finalement, il y arrive, y compris face à une tentative d'assassinat. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il y a quand même pas mal de femmes qui finalement ont voté pour lui ? Oui, il peut y avoir cet effet-là, oui. Il y a aussi le fait que le sujet qui a divisé les femmes du Parti républicain notamment, c'était l'avortement. En Amérique, c'est le Parti républicain qui incarne, qui prône des positions très dures. Nous avons observé que dans certains États, notamment les États conservateurs aux États-Unis, il y avait des questions, des référendums. Et elles étaient en situation de pouvoir effectivement dire non
à des réformes contre l'avortement dans leur État fédéral, tout en pouvant se dire oui à Donald Trump au niveau fédéral, notamment pour des questions peut-être migratoires, économiques, et en même temps exprimer leur défiance vis-à-vis des tentatives d'interdire l'avortement. Il y a quand même un chiffre qui est assez glaçant, c'est que un tiers des électeurs américains, 4 ans après, continuent à croire que l'élection de Trump avait été volée. Ça a pu jouer dans son élection, la désinformation? La désinformation, bien sûr. Bien sûr, les réseaux sociaux étaient une source assez centrale d'informations dans cette campagne, très utilisée par les deux candidats. On voit le lien entre X et Elon Musk et Donald Trump. Donc, on voit le pouvoir qu'a Elon Musk, justement, dans cet écosystème médiatique. Trump, quand il prendra ses fonctions, sera probablement un des présidents récents avec le plus de pouvoir. De toute évidence, il va gagner non seulement le collège électoral, donc le vote par indirect, mais aussi le vote populaire, et par une marge assez significative. Et donc, ça lui donne un véritable argument de dire j'étais vraiment choisi. En même temps, on sait que le Sénat a basculé Parti républicain. Donc, le Sénat, ils ont beaucoup de pouvoir, notamment le pouvoir de la nomination des juges, par exemple, à la Cour suprême. Donc, c'est des personnes extrêmement clés dans le système politique américain. Pour le moment, on ne sait pas encore si la Chambre, donc notre Parlement, la Chambre basse, va passer sous le contrôle du Parti républicain. Ça peut prendre encore quelques jours. Mais si jamais cette partie-là du Congrès basculer vers le Parti républicain, ça sera vraiment l'unification des pouvoirs assez importants chez les républicains. Et donc, finalement, on aura un Donald Trump avec un boulevard beaucoup plus serein, pour lui en tout cas, pour faire passer ses propositions. Une question, Amy Green. Les démocrates, Kamala Harris en tête, ont beaucoup fait campagne sur les craintes pour la démocratie américaine si Donald Trump était élu. Est-ce que, d'après vous, on a vraiment des raisons de s'inquiéter? C'est vrai que Donald Trump, il a eu des propos qui pourraient surprendre parce qu'il a dit qu'il serait dictateur le premier jour. Il a appelé à utiliser le militaire justement pour mettre en œuvre les déportations en masse, voire pour s'attaquer aux personnes qui manifestent. Il a une vision extrêmement individuel de l'exercice du pouvoir. Et donc, il peut y avoir une raison qui inquiète des personnes qui entendent ça, qui voient ça, et en plus, on ajoute à cela des propos misogynes, homophobes, antisémites, etc., de ses soutiens, notamment publics lors des meetings. Et on va se dire, il y a quand même un climat qui peut inquiéter. Mais de l'autre côté, ce qu'on peut observer aussi, c'est que les institutions américaines sont particulièrement stables depuis la fondation de ce pays. Elles ont su faire face à des tensions. Le 6 janvier 2021, cette attaque contre le Capitole, c'est peut-être l'exemple le plus récent. Mais on a vu là que le verrou démocratique a fonctionné à tous les étages. Un dernier point là-dessus, n'oublions pas que dans 2 ans, il y a des élections de mi-mandat, avec un autre tiers du Sénat, qui sera encore une fois la totalité de la Chambre des représentants. Et donc, cette carte sénatoriale sera peut-être plus avantageuse aux démocrates. Peut-être que dans 2 ans, les Américains, ils en auront à peu près ras-le-bol de la politique de Trump et ils peuvent aussi faire rebasculer le Congrès vers les démocrates. Et cela est une contrainte énorme de son pouvoir. Donc, j'essaie d'être mesurée dans ça. Donc, il peut y avoir des raisons de s'inquiéter parce que Donald Trump, en général, il fait ce qu'il dit. Mais en même temps, on a un contexte institutionnel qui peut peut-être rassurer. Merci mille fois, Amy Green. Donc, je rappelle le nom de votre livre, L'Amérique face à ses fractures. Et je mettrai en lien, bien évidemment, les références. Et aussi un autre épisode où nous vous avions interviewé sur les causes de la violence politique aux États-Unis, un sujet que vous abordez également dans votre ouvrage. Merci infiniment et bon repos après ces jours intenses. Sur le fil revient lundi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiffer. N'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, de vous abonner et de partager. Très bon week-end à vous.